Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Remco Reuter. Alors Remco, déjà, je vais te laisser redire bien ton nom parce que j'y arrive moins bien. Remco Reuter. Voilà. Avant de te laisser te présenter, je vais faire un petit disclaimer, une petite entorse à ce que je fais d'habitude, parce que aujourd'hui on va parler notamment de Goods to Give, dont tu es directeur, et qui est une association déjà que j'apprécie beaucoup parce que j'ai eu le plaisir de faire partie de l'équipe qui en est à l'origine en Belgique. Et comme je suis d'ailleurs à nouveau impliqué après une petite période de pause, voilà, c'est un peu difficile de lâcher quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je préférais le dire parce que je suis pas totalement objectif sur le sujet, mais je vais essayer de le rester. Mm-hmm. Donc, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Oui, donc merci. Je m'appelle Remco Reuter. Et Reuter, ça veut dire cavalier pour ceux qui maîtrisent pas trop le néerlandais. Mes origines sont aux Pays-Bas. Je suis né à Eindhoven. Mais depuis l'année 2000, j'habite à Bruxelles, en Belgique. Marié, 3 enfants. Je sais pas ce que tu veux savoir de moi. J'ai toujours travaillé dans l'associatif. Et ça fait donc depuis 2018 que je travaille en tant que directeur chez Goods to Give. Et donc, tu viens des Pays-Bas. Tu es au moins parfaitement trilingue. Et donc, je sais aussi que bon, pour Goods to Give, c'est indistinctement dans une langue comme dans l'autre, notamment néerlandais et français. Bon, ici c'est un podcast plutôt francophone, donc même si c'est pas ta langue maternelle, on va faire en français si ça te va. Ça me va. Donc, peut-être pour revenir aussi un petit peu au début de ton parcours, tu as fait des études, des masters. Si je ne me trompe pas, c'est en philosophie et en anthropologie. Et oui. Et qu'est-ce que tu en as tiré ? Mais tout d'abord, moi, c'était un choix personnel. J'ai pas voulu faire des études pour par après tout de suite savoir quel métier que j'allais faire. Donc j'ai fait ce choix de faire des études pour la vie. Et la philosophie commence toujours avec la doute ou la curiosité. Et c'est la même chose également pour l'anthropologie. On s'intéresse à l'autre ou à quelque chose qui est différent. Et donc j'ai un énorme plaisir à découvrir de nouvelles choses. Avec aussi une approche critique. Donc j'aime bien analyser les choses, penser comment on pourrait faire des choses autrement, comment on pourrait aller plus loin, et quels sont les fondements de la réalité actuelle, qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux le faire. Ces attitudes, ces lectures, ces analyses m'intéressent toujours et ça m'aide dans mon métier. Donc être prêt à remettre en cause ce qui existe, enfin ce qui est autour de toi, quoi. Oui. On a appris à ne pas prendre les choses telles quelles. Il faut creuser plus loin. Et je pense que c'est un trait de caractère ou une compétence qui est fort utile. Donc ceci t'a conduit à être plutôt dans l'entrepreneur, enfin lié aux associations. Alors en Belgique on dit des ASBL, en France on dit des associations loi de 1901. Je sais pas comment on dit aux Pays-Bas. Mais donc tu as toujours été du coup impliqué dans des associations, c'est ce que tu disais. Est-ce que ça a été quelque chose qui est venu rapidement pendant tes études de te dire tiens mais c'est plus ces aspects sociétaux, cet engagement qui m'intéresse ? Oui, la thématique par rapport à comment on peut organiser la société ou le vivre ensemble m'ont toujours intéressé. Et
Mais comme je disais, j'ai choisi de faire des études, pas forcément pour un métier, pour apprendre un métier, mais pour s'intéresser au monde. Et donc l'aspect pécuniaire n'était pas l'aspect le plus important pour moi. Et tout naturellement, j'ai commencé à travailler dans de petites structures, surtout au début des structures qui avaient pour but de promouvoir une mobilité durable, donc dans le vélo. Okay. Et c'est là, quelque part, que j'ai appris le métier de gestionnaire ou d'entrepreneur. Oui, ça, cette structure, elle s'appelle ProVélo, c'est ça? Oui. Et donc, son but, c'est de promouvoir l'usage du vélo en Belgique, à Bruxelles ou... Oui, ProVélo est une ASBL dont le siège se trouve à Bruxelles, mais il y a plusieurs implantations, surtout en Wallonie. Et quand moi j'ai commencé, il y avait plus ou moins 40 employés qui avaient, qui prestaient à différents niveaux. Donc il y avait des éducateurs qui apprenaient à rouler à vélo en circulation réelle. Donc tout un département vélo-éducation, ça c'était les dénominations. Le plus grand département chez ProVélo, toujours encore, il y avait des activités tour guidées. Ok, oui. Un département études et aussi tout un service de réparation de vélo, location de vélo. Et donc plusieurs activités présentes dans plusieurs villes en Belgique parce que c'est donc la promotion du vélo non touristique, donc et pas récréatif, mais plutôt utilitaire. Et là, j'ai commencé d'abord à soutenir une équipe qui organisait des événements de rassemblement de cyclistes pour célébrer, pour se rencontrer. Et 2 années plus tard, j'étais responsable d'une plus grosse équipe et après directeur. Et je suis resté directeur pendant 10 ans. Donc j'ai fait quelque part mon parcours d'apprentissage au sein de cette structure, belle structure d'ailleurs, qui s'appelle ProVélo. Oui, et donc oui, c'est là où tu as appris justement les fondements du management, de l'organisation, après avoir eu ton approche beaucoup plus anthropologique au préalable. Oui, c'est là où j'ai fait mes erreurs et j'ai appris. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Je pense, maintenant je vois quelqu'un qui arrive dans une structure pareille, qui doit se lancer, qui n'a pas beaucoup d'expérience, je dirais à cette personne de trouver quelqu'un qui puisse l'épauler, accompagner. Mais moi, j'avais pas un accompagnement. Et au début, on pense, en tout cas c'était dans mon cas, dans mon chef, et je pense c'est souvent comme ça. On veut se prouver qu'on est capable. Et donc, on veut se démontrer plus fort qu'on l'est, de se mettre en avant comme quelqu'un qui a toujours la réponse. Et donc, quelque part, on joue avec un masque. C'est pas facile, ça, au début, parce qu'on a la chance de pouvoir démarrer dans une fonction avec des responsabilités, mais on n'ose pas trop partager ses doutes. Je pense que ça, c'est une erreur, mais tu peux le dire après avoir vécu ça. Donc, 2 erreurs. Ne pas avoir de mentor, entre guillemets. Et l'autre, c'est, même si on a un mentor ou si on n'en a pas, ne pas partager ses doutes à l'équipe, du coup. Ouais. Et ça a pris quelques temps avant que j'ai osé faire ça. Quand je me suis senti suffisamment mûr et solide pour reconnaître mes faiblesses ou mes questionnements. Qu'est-ce qui fait que... Oui, c'est quoi ce qui empêche de partager ça avec les équipes? C'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, ouais, l'ego, l'orgueil de passer pour quelqu'un qui ne sait pas ou... Et quels sont les atouts, par contre, de le faire, de partager? Parce que bon, il y a des inconvénients, effectivement. Tu
tu passes pour quelqu'un qui est moins compétent ou qui ne sait pas alors qu'ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui sait. Qu'est-ce qui, au contraire, est intéressant dans le fait de partager? Pourquoi est-ce que ce serait une erreur de ne pas partager? En tout cas, je me souviens très bien, à cet moment, je ne connais plus vraiment la date, mais il y avait une assemblée du personnel et on était quelque part sur un point mort dans l'organisation. En tout cas, je l'ai conçu comme ça dans ma tête et je me suis dit, je m'en sors pas. Il y avait beaucoup de critiques, ça allait un peu dans tous les sens. Et donc, dans une structure associative, tout le monde veut avoir son mot à dire et on essaye un peu de donner le ton ou donner la direction, mais c'est pas toujours facile, donc on se cherche. Et donc, on était, selon moi, dans une sorte de cul-de-sac, une situation d'impasse. Il fallait dénouer ou trouver une issue. Et il y avait une réunion ou une rencontre 2 jours avant avec 2 membres d'équipe qui étaient là très, très ouvertement. Ils ont dit Remco, franchement, il faut que tu vois les choses autrement. Et c'était un entretien pendant 2 heures et ça m'a fait beaucoup ça a questionné beaucoup chez moi. Et j'ai écrit un courrier, et ce qui s'est arrivé quand j'ai lu le courrier auprès du membre du personnel, et donc quelque part, je me suis mis dans une position de faiblesse ou de fragilité, avec un peu d'émotion. Ça a complètement changé la dynamique, en fait. Il y avait comme si les gens attendaient ce moment-là pour offrir leur énergie, leur envie de construire ensemble. Est-ce que tu dirais que c'est un élément essentiel de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective? On ne travaillait pas encore en intelligence collective, mais il y avait des tentatives. Il y avait en tout cas une grande envie aussi chez moi de faire équipe et de faire impliquer au maximum les différentes voix, les différentes personnes dans le processus décisionnel. Mais c'est par après qu'on a décidé de tester, d'expérimenter autour de techniques d'intelligence collective. Mais ça a débloqué une situation, en tout cas. Bon, après, il faut aussi de temps en temps se montrer ferme. Hein, donc... Oui. Et c'est là où le curseur est difficile à placer. Mm-hmm. Quand est-ce qu'il faut être ferme? Quand est-ce qu'il faut écouter? Quand est-ce qu'il faut tempérer? Oui, je pense ça. En fait, il faut toujours trouver une bonne solution à ces paradoxes. Il faut pouvoir jouer sur tous les registres. Montrer le chemin avec sûreté et avec ses doutes. C'est paradoxal. C'est pas facile. Et je suis pas du tout convaincu que je sais vraiment comment il faut le faire. Ça reste une aventure. Oui. Mais justement, qu'est-ce que... Après, on va parler plus de Goods to Give, mais qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te dis « Youpi, une nouvelle journée de travail ». Si tu te le dis, ça se trouve non. Non, moi j'adore les défis. Hein, donc, surtout quand ce sont des défis pour changer la société, ça me donne envie. Tous les jours, je me lève avec beaucoup de plaisir. Un travail d'équipe. Et quand les résultats sont là, c'est assez... comment dire, reconnaissant aussi. Gratifiant. Oui. Gratifiant, c'est ça, oui. Et j'essaie d'approcher le travail avec beaucoup d'optimisme et de plaisir, légèreté et sérieux, de nouveau des paradoxes. Mais c'est chouette de voir que le travail qu'on fait a son sens et est fortement apprécié. Et c'est chouette de voir aussi que
quand on se met des objectifs et on réussisse, qu'on puisse célébrer et qu'on a fait ça en équipe, ça me motive. D'autant plus dans ce type de domaine quand c'est justement pour faire évoluer la société. Oui. Et bon, si on parle de Goods to Give maintenant, peut-être est-ce que tu peux essayer de résumer ce que vous faites? Oui, donc Goods to Give est une ASBL qui a été fondée il y a 10 ans. Et nous sommes une sorte de passerelle entre le monde industriel qui produit des produits essentiels, non alimentaires, mais qui sont de temps en temps confrontés à des invendus, des surstocks, des produits que les entreprises n'arrivent plus à commercialiser. Et de l'autre côté, il y a tout un monde des associatifs caritatifs, des organisations sociales qui soutiennent des personnes dans le besoin, qui vivent dans ces situations de précarité et pauvreté. Et Goods to Give fait justement le lien entre les deux. Donc, on demande aux entreprises donatrices de nous céder leurs produits invendus et on les distribue auprès de ces réseaux, des associations en Belgique. Et donc, on est un partenaire logistique du monde industriel ou on est un partenaire grossiste, quelque part, pour le monde caritatif. Ok. Et pour donner une idée, tu as des exemples de produits que vous redistribuez qui sont nécessaires ou alors qui sont donnés? Donc, on travaille avec une webshop solidaire, uniquement accessible pour le monde caritatif, le monde associatif. Et on a en permanent plus ou moins 200 produits en ligne disponibles. Il y a beaucoup de rotation de produits, donc on a aussi des ruptures de stock, mais les produits essentiels qu'on cherche aussi, surtout à avoir à grand volume, sont des dentifrices, des serviettes hygiéniques, des shampoings, des chaussures, des vêtements, vraiment des produits essentiels que toi et moi et tout le monde a besoin tous les jours, quand on se lève, quand on travaille. Ce sont ce type de produits qui coûtent cher. Et souvent, les gens en précarité doivent faire le choix entre est-ce que je paye la facture de l'énergie, est-ce que je remplis la boîte à tartines pour mes enfants, ou est-ce que je brosse mes dents uniquement avec de l'eau. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir donc des entreprises donatrices, des partenaires produits, comme on les appelle, qui travaillent avec nous et qui nous font confiance avec leurs invendus. Et heureusement, on a des gros volumes disponibles pour des associations qui travaillent avec les bénéficiaires finaux. Et donc, vous êtes implanté dans toute la Belgique? Oui. On a nos bureaux à Bruxelles et le centre logistique où toutes les palettes, parce qu'on parle des gros volumes, donc des palettes, sont stockées, où les produits sont triés et où les commandes sont préparées. Et la distribution se fait à partir de cette entreprise de travail adapté, Atelier Cambier, avec qui on travaille maintenant depuis 2 ans. Une très chouette association aussi qui emploie 200 personnes avec différents degrés d'handicap, qui est notre partenaire logistique. Donc. Et on distribue ça auprès de toute la Belgique, effectivement, dans les deux parties du pays, le nord et le sud, néerlandophone et francophone. Et donc, pour comprendre un peu tout le cycle, alors moi je suis un industriel, imaginons, j'ai mes produits, bon, ça s'est pas vendu ou j'ai mis un nouveau logo ou peu importe, ça reste dans mon stock. Là je suis pas content parce que ça me coûte de l'argent d'avoir du stock. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est vous qui venez me voir, moi je me dis tiens je vais aller voir et je vais faire détruire ces produits parce que je veux l'enlever de mon stock. Enfin, ça se passe comment est-ce que je fais quoi avec ma TVA? Enfin. Mais chaque entreprise travaille un peu différemment, donc on est en contact avec différents départements. Souvent c'est supply chain, oui. De temps en temps c'est sales. Souvent ça pourrait être aussi la personne responsable de CSR. Ou communication. Il y a 10 ans, apparemment, les entreprises donatrices n'étaient pas encore partenaires et ça a pris des mois
avant qu'on pouvait signer une convention de collaboration. Maintenant, ce sont les entreprises nouvelles qui ont entendu parler des Goods to Give qui nous appellent. Donc déjà là, il y a une énorme évolution. Mais au niveau concret, on est en contact avec n'importe quelle personne qui gère les invendus. Donc c'est toujours en fin de tout un processus de tentative de vendre encore. Donc il y a d'abord encore les soldeurs qui sont passés, qui ont pris les grands masses. Et après, il en reste toujours des palettes. Et à partir d'une palette, on pourrait nous téléphoner en disant « Est-ce que vous voulez pas utiliser ces produits pour votre réseau ?» Et donc vous, ça arrive par palette complète? Palette complète, mais ça peut aller jusque 2 camions. Ah oui, ok. Oui. Ce sont des gros volumes, vraiment. Et on reçoit une liste, on analyse la liste. Est-ce que ça répond aux besoins? Et après, on dit oui, on veut bien accepter. Et les marchandises sont livrées chez nous, dans l'entrepôt à Charleroi. Okay. On fait le tri. Une fois que le tri est fait, on publie les nouveaux produits donc, sur la catalogue en ligne. Et les associations commandent. Et après, voilà, le picking est fait. Et donc, elles commandent. Donc, elles reçoivent ensuite les produits, elles payent juste le transport et voilà. Oui. Soit elles demandent une livraison et c'est transporté, soit les associations viennent chercher les commandes qui sont prêtes. Dans les 3 3 points de collecte qu'on a actuellement en Belgique, on a un entrepôt donc principal Charleroi, mais on est aussi depuis quelques mois actif maintenant avec un point de collecte à Bruxelles avec les banques alimentaires. Ok. Et à Anvers également. En fait, oui, tu parles de banque alimentaire, mais Goods to Give, c'est une sorte de banque non alimentaire, en fait. Oui, si on doit le résumer, on est une banque alimentaire de tout ce qui est denrées non alimentaires. Ok. Tu dis que les relations avec les partenaires ont évolué depuis il y a 10 ans, donc Goods to Give a 10 ans. Oui. On a 10 ans, et moi, j'étais pas là au début. Donc j'ai quelque part hérité quelque chose qui tournait déjà assez bien. Goods to Give était arrivé à un stade où le concept a été prouvé, où la phase start-up était à sa fin et il fallait quelque part consolider et développer. Et donc ils ont cherché un nouveau directeur. Je suis arrivé et donc d'abord j'ai trouvé une association qui avait son sens et qui avait déjà fait sa preuve. Il fallait analyser quels étaient les process, quels étaient les enjeux. Et donc, quelques mois après mon arrivée, j'ai déposé un petit plan et le CA, le conseil d'administration, m'a demandé ce qu'il fallait faire pour dédoubler les chiffres quelque part, pour avoir donc plus de produits à mettre à disposition du réseau. Pour moi, déjà, la question était, est-ce qu'on pourrait doubler? La réponse était oui, mais il fallait revoir un peu la façon de travailler et aussi les outils de gestion. Donc, moi, j'ai proposé de mettre tous les outils, j'exagère un petit peu, mais de remplacer les outils existants par un ERP. Ok, oui, centraliser, quoi. Centraliser tout, revoir les process. Et, ça a permis de doubler, même tripler les chiffres actuellement. Du coup, si tu donnes une idée des chiffres, Goods to Give, ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, en 2022, on a pu distribuer des produits pour une valeur marchande, donc un prix marché. Oui, prix du commerce, quoi. Prix du commerce, pour 10,5 millions d'euros. Ok. Ce sont un peu plus que 2 millions d'unités. Donc là, on parle de flacons de shampoing, de chaussures, etc. Et tout ça, on fait avec une équipe de 7 personnes salariées, avec ce programme ERP qui a donc ce catalogue en ligne intégré. Et heureusement, on se fait accompagner et soutenu par des bénévoles, une équipe des ambassadeurs. On en a actuellement 19 qui sont nos oreilles, nos yeux sur le terrain, qui sont le premier relais, le premier contact des associations. Et après, on a un conseil d'administration aussi des bénévoles qui apportent leur pierre à l'édifice. Et donc, c'est vraiment, j'ai dit toujours, Goods to Give, c'est le résultat d'un travail en équipe. Et
ensuite, tu parles tout à l'heure, tu disais il y a des associations bénéficiaires. Quelles sont ces associations? Comment est-ce qu'elles viennent? Il y en a combien? Actuellement, on a plus ou moins 450 organisations connectées. Ok. Ça représente combien de personnes? Et si on comptabilise quelque part les bénéficiaires qui sont servis par ces associations, oui, on dépasse les 350 000 personnes dans le besoin. Ah oui. Oui. Les chiffres pour la Belgique flottent autour de, disons, entre 16 et 19% de personnes qui vivent sur ou sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire presque un Belge sur 5 vit dans une situation précaire. Ah oui, ok. C'est beaucoup. Oui. Et c'est pas toujours des personnes qui vivent dans la très grande précarité, donc ce sont pas forcément des gens qui vivent par exemple dans la rue, des sans-abri, mais il y a aussi beaucoup de familles monoparentales, des mères avec enfants qui ont des difficultés. Donc actuellement, 350 000 personnes qui sont atteintes. Est-ce que tu peux citer quelques partenaires? On a des épiceries sociales qui sont actives dans n'importe quel bout du pays. On a des structures d'hébergement pour enfants, pour femmes battues, des hébergements de jour, des centres d'accueil de jour pour des sans-abri. On travaille également avec des CPS, okay. Des centres publics d'action sociale, donc c'est quelque part le public, le secteur public qui est là pour des gens qui sont en difficulté. On travaille avec les médecins du monde, infirmières de la rue, plein de petites structures, des moyennes structures ou des très grandes structures. Vous arrivez quand même à avoir un très gros impact et il y a déjà une belle équipe. Mm-hmm. Comment est-ce que vous faites pour financer ça? Okay, tu vois, parce que souvent le fondement d'une association, c'est aussi avoir un budget. Pour avoir un budget, il faut avoir de l'argent qui rentre. Oui. Et donc là, de nouveau, je pense, il faut... comment ça se dit en français? Donc il y a une expression avec César, là. Il faut rendre les honneurs à César. Ah oui, rendre à César ce qui est à César. Oui, voilà, merci. Depuis les débuts, les administrateurs fondateurs ont dit il faut que ça soit une structure qui peut vivre sans subvention, sans subside, qui idéalement... Sans rien de public, quoi. Sans soutien public, sans fonds publics. Et donc, il faut qu'il y ait un modèle économique qui permette à faire tourner quelque part la boutique. Et ils ont dit on va donc offrir un service de qualité, qui a son sens et qui facilite quelque part aussi le travail des associations. Parce qu'avant, les associations appelaient partout pour obtenir des produits. Maintenant, on offre tout un catalogue. Et donc, on demande en échange une petite participation aux frais. Okay. Donc, les produits qu'on met en ligne, qui sont disponibles sur le catalogue, on demande en moyenne, en tout cas c'est ce qu'on vise, même si on n'y arrive pas encore, en moyenne 10% de la valeur marchande en échange. Et actuellement, l'année 2022, ça couvre plus ou moins 75%, 75% des coûts de structure. Ok, oui. Et le reste est financé par des partenaires financiers, des mécènes privés. Ok. Ah oui, donc c'est tout privé, il n'y a rien du tout de public, quoi. Oui. Parce que dans mon souvenir aussi, Goods to Give, c'est une association qui réussit à travailler de façon professionnelle. Je ne vais pas dire comme une entreprise, parce que ce n'est pas ça la comparaison, mais avec autant de professionnalisme que l'aurait une entreprise. Est-ce que tu peux... Il y a des choses qui expliquent ça ou... Tout d'abord, je pense qu'il faut la modestie. Hein, donc, si les autres disent qu'on travaille professionnellement, c'est bien. Même, on essaie de travailler sérieusement.
On peut toujours encore se professionnaliser, mais actuellement et depuis le début, on veut que il y a différentes valeurs qui sont mises en avant dans notre fonctionnement de base. C'est par exemple une traçabilité à 100% des produits. Donc tout ce qu'on reçoit, on le reçoit en pleine confiance. Et nous, on est heureusement capable de dire vos dons, vos produits sont arrivés dans une telle et une telle association. Donc cette traçabilité est très importante. Et grâce à nos systèmes d'informatique, on permet à retracer tout. Professionnalisme, oui. On travaille avec du sérieux, avec le mieux qu'on peut. Je pense la franchise ou l'honnêteté est très important. Et donc, on le dit aussi quand on a du mal à distribuer certains produits, même si on a dû évoluer aussi beaucoup à ce niveau-là. Au début, on avait peu de partenaires. J'étais même pas là, mais donc on avait peu de partenaires produits. On était tout reconnaissants et très contents de recevoir des palettes remplies des colis et avec des produits, mais il y avait aussi des produits qui n'étaient pas forcément essentiels et pas très utiles. Et donc, on a dû apprendre à dire non. Au début, c'était plus difficile que maintenant, mais on a constaté que cette honnêteté de dire que, franchement, vous avez donné pas mal, super, c'était pour 65% du produit tout de suite parti sur le catalogue, mais 35%, c'était quand même compliqué. Ça, c'est fort apprécié. Et donc, de temps en temps, on reçoit des propositions de dons qui dépassent largement la capacité d'écoulage chez nous. Parce qu'on n'a que 450 organisations. Et donc, nous, on pondère et on dit, franchement, ça, c'est de trop. Et ça, c'est fort apprécié aussi. Donc, je pense, traçabilité, transparence est très important. Et du coup, auprès des partenaires donateurs, c'est ça qu'ils attendent le plus, en fait. Oui, les entreprises donatrices ne veulent bien évidemment pas que les produits sont revendus ou qu'on les retrouve dans les circuits parallèles. Et donc le fait que nous, on analyse scrupuleusement les organisations qui veulent travailler avec nous avant qu'ils aient accès, ça rassure. Après, je ne sais pas quel type de professionnalisme tu veux encore évoquer. C'est intéressant. Moi, j'ai donc travaillé dans plusieurs structures auparavant, mais c'est intéressant de voir que nous, Goods to Give, on a le luxe de pouvoir faire des investissements de qualité quand ça a besoin. On peut trouver des partenaires en compétences qui veulent nous soutenir et ça aide. Donc, on a tout un réseau qui nous soutient quand c'est nécessaire et ça a permis d'évoluer et de soutenir aussi les ambitions de croissance, même si c'est un peu étrange de dire ça comme ça, parce que pour nous, c'est important de croître. Pour les associations, c'est important de pouvoir soulager. Et donc, oui, on répond à un besoin, même si on ne répond pas à ce besoin de soutenir ou de réduire cette précarité. Mais bon, oui, ça c'est notre débat, mais vous, votre ambition, c'est d'aider au maximum. Oui. Et si dans l'idéal, votre action pouvait ne pas avoir besoin d'exister, ce serait bien aussi. Oui, mais donc ça c'est pour le moment clairement pas notre, c'est pas dans notre main non plus de changer tout ça. En fait, notre objectif est double. On a cette mission sociale, mais on a aussi cette mission environnementale, parce qu'avant, tous ces invendus, ou en tout cas une grande partie, étaient détruites. Étaient passées à l'incinérateur, étaient brûlées, parce que ça ne se commercialisait plus, et parce qu'il n'y avait pas possibilité de redistribuer ça correctement. Et donc, on a quelque part pu créer
Goods to Give comme réponse à ce double enjeu. Et avec une certaine fierté, on pourrait dire que en 2012, il y a eu une estimation des volumes des invendus. Okay. Et c'était estimé à l'époque à hauteur de 100 millions d'euros de produits, rien qu'en Belgique, qui ne trouvaient pas une fin commerciale et qui étaient donc à risque de destruction. Mais quand je dis qu'en 2022, on a pu distribuer 10,5 millions d'euros, ça veut dire qu'on est déjà capable de capter 10% de cette grande masse des invendus. Ce qui est énorme. Oui, et on peut encore peut-être croître ou progresser. Dans ton parcours associatif, et puis peut-être même en voyant un peu autour de toi, qu'est-ce qui fait selon toi une bonne gouvernance d'une ASBL, d'une association? Tu vois, comment faire en sorte que la gouvernance soit au service de la mission et pas l'inverse, parce que souvent on a des gens qui sont là, qui sont contents d'être là, ou alors on a, tu vois ce que je veux dire. Tout d'abord, je pense une gouvernance, c'est pas uniquement ce qui se passe entre un conseil et un directeur. Pour moi, c'est comment on prend la décision à n'importe quel niveau de l'organisation. Donc, c'est tant au niveau opérationnel qu'au niveau de la direction et du conseil ou assemblée générale. Je pense qu'il y a plein de modèles et il y a plein de façons de faire. Chez Goods to Give, quand moi je suis arrivé, donc c'était déjà très, très intéressant de voir le conseil d'administration a demandé à moi d'exprimer mes souhaits ou mes envies ou mes besoins par rapport à quel type de gouvernance, quel type de soutien que je voudrais avoir. Et donc j'ai soumis des idées qui a par après été débattues et qui s'est transformée en charte de gouvernance qui a été donc communément quelque part approuvée. Ça c'est donc dans ce binôme conseil et direction. Et au niveau des équipes, j'essaie d'impliquer au maximum les membres d'équipe et même aussi, par extension, les membres non salariés, donc les bénévoles, dans les décisions qui leur appartient aussi, parce que c'est leur domaine d'activité aussi. Et par exemple, pour donner un exemple concret, très vite, après que moi je suis arrivé, j'ai décidé que pour le recrutement des nouveaux collègues ou nouvelles collègues, j'ai intégré toujours l'équipe à part entière pendant une phase de recrutement. Okay. Et donc c'est très riche parce que comme ça on peut en débattre et tout le monde peut aussi exprimer pourquoi un tel profil ou une telle compétence est plus important que l'autre. Et même si, et ça c'est important aussi, et j'ai vécu ça auparavant, si la gouvernance n'est pas bien définie, si c'est pas bien défini où une telle précision est prise, ou qui a le dernier mot, ça peut aller dans tous les sens. Et ça, c'est souvent un peu le risque dans un monde associatif où tout le monde met beaucoup de soi-même et donne beaucoup tous les jours, même le week-end, etc. C'est pas pour autant qu'on peut participer à toutes sortes de décisions. Et donc, je pense que c'est important de clarifier ça quand même. À quel niveau, quelles décisions sont prises. Ok. Moi, j'avais aussi dans le souvenir que parfois dans les associations, ça peut avoir tendance à une fois d'avoir décidé une chose et la fois suivante de décider exactement l'inverse de la première chose, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour, à ton poste, hein, mais comment est-ce qu'on fait pour aider à guider ça? Parce que toi, ton objectif est d'avoir un cap, mais pas d'avoir un cap, puis un non-cap, puis le...
Mais quelque part, peut-être le cas de Goods to Give est un peu différemment par rapport aux autres associations, justement parce qu'on a ce privilège de ne pas devoir courir derrière des subventions de projet. Okay. Donc, beaucoup d'associations ont des moyens limités et sont dans un mode survie permanent. Et doivent inventer chaque fois de nouveaux projets. Et donc déjà ça ne facilite pas le travail. Chez Goods to Give, c'est simple. Si on travaille bien sur notre mission de base, tout est couvert, tout fonctionne bien, tout le monde est content. Et donc on ne doit pas trop dévier de notre métier de base. Et ça, c'est une force. Et c'est un soulagement. Hein. Moi, j'ai dû courir derrière beaucoup de subventions. Je me suis nommé subsidiologue. Et ça demande une énorme énergie. Et non seulement du directeur, mais de toutes les équipes. Donc ça, c'est déjà un aspect qui est plus simple chez Goods to Give. Mais même si on est confronté à devoir vivre dans un mode survie, il faut quand même de temps en temps prendre le temps de décider mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on laisse tomber, qu'est-ce qu'on priorise. Et ce type de discussions ou de réflexions sont amenées tous les X temps. Je pense que ça fait partie d'une bonne gouvernance. De temps en temps, on fait un temps mort et de voir si on le fait bien, si on ne doit pas le refaire. Et notamment dans le cas de Goods to Give, on va planifier des réunions de réflexion par rapport à la mission, la vision pour les années à venir. Au niveau des équipes, ça ne passe pas sans frottement, sans clash. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ça reste important d'écouter tous les points de vue dans une tentative de concilier, de trouver un consensus. Et de temps en temps, il faut trancher et rappeler et redire. Et ouais, de nouveau, je reviens à ce que j'ai dit au début. Il faut être très agile, très flexible, très à l'écoute. Et à la même fois, en même temps, très très ferme et décidé. C'est pas facile, mais c'est beau. Oui, c'est tout l'enjeu. Oui. Et on veut se faire aimer, et on ne doit pas se faire aimer. Donc voilà, tout ça, c'est, je pense, un travail de direction ou de gérant. On est surtout confronté à sa propre personnalité. Donc c'est intéressant de bien se connaître, même si ça reste utopique. Il faut faire des efforts d'avoir une caisse de résonance ou des miroirs ou un retour de temps en temps provoqué par des crises ou par un retour. En tout cas, moi, j'essaie d'être très à l'écoute, avoir beaucoup d'antennes. Et ça cogite beaucoup quand j'ai fait une connerie ou je me suis trompé ou quand j'ai reçu une critique. Je suis très sensible à ça, même si je peux apparaître très, très ferme. Oui, toujours cette dualité. Oui, je pense. Oui, il faut le reconnaître. Comment est-ce que tu fais pour détecter que tu es dans l'erreur ? Tu vois ? Parce que parfois, un poste de directeur, mais pareil en tant qu'entrepreneur, on avance. Mm-hmm. Et puis, si effectivement il n'y a pas ce feedback immédiat des équipes ou autres, c'est facile d'être dans un cercle sans fin ou de ne pas se rendre compte, en tout cas. Quand ce sont de vrais... Je suis en train de réfléchir si j'ai dans mon parcours chez Goods to Give de vraies erreurs. Je pense pas. Des critiques profondes non plus. Plutôt au niveau d'ajustement. De temps en temps, je voulais aller trop vite. On doit jongler entre deux lectures ou une dualité, réalité économique, mission sociale. Et quand les gens sont en désaccord, je dis toujours,
il faut qu'on en parle. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui doit être discuté. Et c'est pour moi un signe qu'on n'est pas aligné. Et donc, il faut prendre le temps pour mieux comprendre. Ce n'est pas pour autant qu'il faut changer l'orientation. Mais ça veut dire que peut-être on n'est pas tous d'accord. Et il y a peut-être le risque que moi ou mes collègues voient les choses d'une façon erronée et il faut en discuter. Et après, il y a eu des décisions qui n'ont pas donné ce qu'on souhaitait et il faut le reconnaître. Et on apprend de ses erreurs. Oui, avec humilité, du coup. Parce que avoir l'humilité de dire que ça n'a pas marché comme on voulait. Oui, je pense à un cas, je ne vais pas ici dans le détail le dire, mais donc c'était une décision trop rapide. On s'est trompé. Et heureusement, on a rectifié vite le tir. Et pour le mieux de tout le monde, donc tout le monde était d'accord qu'il fallait rectifier. Oui, mais donc il a fallu que tout le monde réalise que c'était une erreur. Ouais. Et donc ça a plutôt consolidé l'équipe ou renforcé l'équipe. Même si la décision initiale était prise par le conseil d'administration et la direction, et j'étais en train de défendre cette orientation au début. Mais voilà, on en est, revenu ou consolidé ou renforcé. Oui, sorti. Renforcé, oui. Pour continuer un peu sur les aspects d'entrepreneuriat social, ou en tout cas dans une association, du coup, vous travaillez avec des bénévoles, hein, c'est ce que disait, une vingtaine. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait pour animer un groupe de bénévoles? Parce que techniquement, il n'y a pas l'aspect hiérarchique, il n'y a pas l'aspect salaire, il y a différentes choses qu'il n'y a pas. Par contre, il y a une adhésion significative au projet. Mm-hmm. Mais bon, il ne faut pas que ce soit un électron libre non plus. Donc, c'est compliqué d'orienter ça, non? Mais je pense... Oui, ça peut être très compliqué. Mais de nouveau, on a très bien défini pour quel type de mission ou quel type d'engagement on voudrait inclure ou intégrer des bénévoles au sein de Goods to Give. Donc c'était vraiment, on a clairement décrit la mission et on les considère comme membres de l'équipe, même si ce sont des membres non salariés, qui méritent d'un accompagnement, qui méritent un retour, qui méritent d'être entendus, qui méritent d'une évaluation, qui méritent aussi de se projeter. Et on s'est rendu compte, de fil en aiguille, que on peut pas, chez Goods to Give, mettre la porte ouverte à n'importe quel bénévole. Donc on a aussi un processus de sélection, de recrutement. Et donc ça a pris du temps pour bien définir le profil des bénévoles. Et là aussi, c'est un apprenant. On a appris à marcher en marchant. Parce qu'on avait justement voulu et tenté d'intégrer des personnes qui, après 2-3 mois, disaient « mais c'est pas comme ça, et je le vois autrement ». Et donc, il fallait être agile de nouveau pour réorienter ces personnes et redéfinir peut-être, ou mieux définir la mission. Et donc, quelque part, on cherche un profil très précis, quelque part. Ce sont des gens chez nous qui gèrent un portefeuille d'associations. Donc, c'est déjà la terminologie. C'est comme si on est dans une boîte commerciale. Ce sont des gens qui ont fait carrière comme commercial et qui veulent continuer à
à se sentir utile. Et Goods to Give offre donc cette possibilité de rencontrer pas mal d'associations dans leur province ou dans leur ville où ils habitent. Et mais voilà, ça n'a pas toujours marché avec tout le monde. Et actuellement, ça marche parce qu'on a les bons profils. Et on les récompense, je pense, parce que ce qui est relayé, ils sont très ravis de pouvoir découvrir une autre facette de leur ville, de leur province. Parce que justement, on est peu au courant de ce qui se passe dans la périphérie de notre société. Et ça donne de l'énergie de voir à quel point il y a des gens, des citoyens qui sont tellement engagés pour aider les autres. Et nos bénévoles adorent. Ce que je comprends, parce que quand on va visiter l'association, on revient aussi avec un boost d'énergie. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que c'est la récompense. Après, on organise des réunions d'information tous les 3 mois. Avec lunch, on les chouchoute. Ce qui est très important, parce que le lien social, c'est d'abord ça que les gens ont besoin. Si je vais essayer de récapituler quelque chose. Je me dis, bon, si je veux lancer une association, quelles sont les choses que je peux retirer déjà, tu vois, et tu complètes ou tu corriges. Hein. Je me dis, il faut déjà réfléchir un peu, alors c'est un mot très entreprise, hein, mais réfléchir un peu au business model. Notamment pour éviter de dépendre des fonds publics. Donc, si dans ton mode opératoire, tu as un moyen d'avoir un fonds, un genre de petit fonds de roulement qui rentre, voilà, ça t'aide à être déjà plus libre de suivre ton but, qui est un but social, sociétal ou environnemental, peu importe. Mais ça te permet de plus te concentrer dessus, en tout cas. Il y a une question de gouvernance. Bien définir, on va le retrouver aussi après, mais bien définir qui décide quoi, comment, quelles sont la place de qui. Tu parlais de charte de gouvernance aussi, pour être sûr que il y a un bon respect, mais donc ça veut dire aussi que chacun qui arrive sait quelle est sa place et sait donc ce qui est attendu de lui. Si tu viens ici, c'est parce qu'on a besoin de toi pour ça. Et c'est pas on te lâche dans le truc, essaye de faire quelque chose qui va marcher, quoi. Il y a, dans l'aspect recrutement, être assez exigeant, tant au niveau des équipes, on l'a vu visiblement avec ton profil, mais aussi vis-à-vis des bénévoles. C'est un peu le même principe que pour la gouvernance, c'est-à-dire bien chercher des profils précis en fonction des besoins. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut connaître ses besoins. Et puis bien clarifier le poste pour la personne. Il y a aussi un aspect vis-à-vis des différents partenaires. C'est-à-dire savoir avec qui on veut travailler, pourquoi, et savoir dire non si ça ne correspond pas à notre mission. Donc ça veut dire que la mission, et c'est là où je reviens au business model aussi, que la mission soit sûre et dure. Parce que si la mission est flottante, parce qu'on change le business model tout le temps, parce qu'on doit s'adapter pour avoir des fonds, alors un coup on dit oui à un partenaire, un coup on dit non, et ils sont perdus, et on ne peut pas répondre à leurs besoins. Tout à l'heure tu disais besoin de transparence, besoin de rigueur. Tu peux pas répondre à ces besoins si un coup tu fais ça, un coup tu fais ça. Et il y a aussi un besoin, mais ça je pense que c'est propre à toutes les entreprises, et là c'est pas juste associatif, c'était pas de l'intelligence collective, hein, du coup, mais c'est d'avoir l'humilité de pouvoir dire quand ça va, de pouvoir dire quand ça va pas, et du coup de se réunir autour de la table et de concilier. Oui, je pense que tu résumes assez bien.
Je suis pas forcément d'accord avec le premier point. Donc, ça offre un certain luxe d'être indépendant, de pouvoir subsidiant. Mais le business model peut également intégrer des subsides. Ok. Ce que je pense qui est très, très important pour n'importe quelle personne qui travaille au sein d'une structure comme la nôtre, donc une association sans but lucratif, pour laquelle la mission sociale est la plus importante, c'est le moteur, hein, qu'il faut avoir ça, cette dynamique de vouloir changer les choses, donc cette mission sociale, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une réalité économique qui doit être respectée. Et donc, concilier les deux, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bien, ou qui font des bonnes choses, et ça s'arrête là, selon eux. Donc, je trouve qu'il faut aussi répéter, expliquer que cette réalité économique, même si on travaille dans une structure qui veut changer des choses et qui font des bonnes œuvres ou des bonnes actions, que il faut penser à cette réalité économique. Et donc également quand on a des subventions, même si c'est un certain luxe quand on pourrait avoir un business modèle économique, sans dépendre de justement cette recherche permanente de recherche à subventionner ou des projets. Mais la mission, effectivement, reste le moteur. Et donc, ce que tu n'as pas vraiment listé, c'est, selon moi, aussi ce besoin de temps en temps, non seulement de faire des réflexions en interne, de faire un temps d'arrêt pour réfléchir, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on doit le faire autrement, mais donc, ce qui me semble cruellement nécessaire, c'est aussi d'intégrer dans ce type de réflexion des parties externes, d'inclure l'avis des autres. Sinon, on reste une caisse de résonance qui auto-écoute ou qui écoute uniquement ses propres avis. Et donc, chercher cette confrontation de différences d'idées, surtout pour une association qui cherche à changer les choses. Et donc, chercher où se trouve la voie, ou cette altérité, et se confronter avec ça me semble aussi très inspirant, mais aussi nécessaire. On revoit l'anthropologue. Oui. Et le philosophe. Et justement, si on reparle un peu plus de toi, mais d'une part, comment est-ce que toi, tu fais pour te former au quotidien? Comme, tu vois, est-ce que tu le fais? Ou est-ce que simplement les défis que tu dois relever te forment? Ou est-ce que tu as un livre, tu as maintenant un nouveau mentor, tu vois? Il y a plusieurs choses. Je me sens très, très entouré et soutenu par les membres du conseil d'administration, qui souvent ont un énorme bagage et une expérience professionnelle et qui sont très loyales et quelque part, c'est quoi le mot, qui partagent facilement leurs expériences et qui m'encouragent, qui me soutiennent, etc. Donc déjà ça, c'est très intéressant et riche. Je ne fais pas uniquement, je passe pas uniquement mes heures à travailler pour Goods to Give. J'ai aussi d'autres activités comme bénévole dans d'autres structures. C'est toujours intéressant de voir ses pairs, mais aussi de voir donc des personnes qui te ressemblent pas, qui font d'autres, qui ont le même type d'enjeux, mais et qui font ça autrement, dans un éventuellement autre contexte. Donc, à l'occurrence, je suis président de maison médicale et je suis souvent en contact avec la coordinatrice et on en parle de difficultés que je connais aussi dans mon métier. Donc ça aide aussi. Okay. Et j'ai suivi pas mal de formations, même si actuellement je le fais moins. Et
parce que par manque de temps. Mais je lis encore beaucoup. Je lis beaucoup de bouquins, pas forcément des bouquins sur le management, mais sur des personnes qui ont dû inventer la roue eux-mêmes pour quelque chose. De biographie Oui, biographie ou expérience professionnelle. Il y en a un qui t'a marqué? Mais donc dans la phase où chez ProVélo, où on commençait à tester l'intelligence collective. Alors là, inventer la roue, c'est utile pour un vélo. Oui, on a pédalé dans le vide aussi. Il y a un monsieur qui s'appelle Ricardo Semler, qui a... il est brésilien, qui a hérité toute une... je pensais de même un empire d'industrie de son papa. Il voulait pas reprendre. Et un jour, il était plus ou moins forcé. Son papa était un peu plus âgé et il a dû reprendre et il a dit « Ok, je vais plier, mais à condition que c'est moi qui décide maintenant comment on va le faire. Tu n'as plus rien à dire. » Et le deuxième jour, il a licencié tout le management. Okay. Et il a reconstitué, avec aussi des échecs, mais une nouvelle façon de gérer les équipes. Avec l'esprit, il faut laisser décider les équipes au lieu qu'il y a tout un cadre. Et donc, il a enlevé plein de couches de management. Et son point de départ était, on ne va pas décider pour les autres. On va éventuellement décider avec les autres. Mm-hmm. Mais pourquoi on va se restituer à cette richesse d'expérience, d'expertise? Et donc, il a écrit pas mal de bouquins qui peut-être sont plus à la mode, parce qu'il y a aussi pas mal d'effets de mode dans les styles de management, qui m'a fortement inspiré, surtout au niveau humanitaire, où c'est très humain en fait. Et là, ils ont fait des expériments, ça allait jusque, c'est les équipes qui vont décider quel est le niveau de rémunération de mes collègues proches. Ah, oui. Et donc, c'est vraiment révolutionnaire. Et j'aime bien ces modèles-là, pas pour forcément les copier ou les implémenter, mais qui challenge. Et ça m'a fortement marqué, profondément sur cette lecture humaine. Donc, ce sont des collègues ou des... Et pas des exécutants pour qui tu décides. Oui. Mais c'est pas c'est difficile à appliquer, non? Comme c'est difficile de décider pour les autres, c'est aussi très difficile. Oui. Parce que par après, ça va revenir en boomerang. En tout cas, il y a un énorme risque. Donc, je prétends pas dire que c'est facile. N'importe quelle façon dont on essaye de gérer, mais je trouve ça inspirant de lire sur les expériments à ce niveau-là. Et donc, voilà, j'ai donné l'exemple de recrutement. Maintenant, je l'intègre toujours l'avis des membres du personnel, même si, de nouveau, j'ai décidé, vous n'avez pas le dernier mot. Oui, mais au moins c'est clair. Et donc, il y aura un troisième entretien où c'est la direction avec conseil, une délégation de ce conseil qui tranche. Mais en fait, c'est travailler, préparer, et on va pas forcément à l'encontre. Mmh. Parce que, pour le respect, parce que c'est plus riche, c'est mieux, il y a plus d'adhésion. Et donc, de temps en temps, ça prend du temps, mais voilà, cette expression, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Mmh. Un peu dans cette idée-là. Même si, en situation de crise, il faut gérer autrement, etc. Donc, quand tout va bien, on peut se le permettre de prendre ce temps. Donc, voilà, il n'y a pas une seule façon, je pense. Il faut avoir plusieurs cordes sur l'arc. Corde à son arc. Corde à son arc, merci. J'apprends tous les jours. Et toi, à titre personnel, ça c'est une question qui m'intéresse aussi, c'est
comment est-ce que tu fais pour garder un certain équilibre entre, tu vois, entre ta vie privée, ta vie professionnelle? J'entends que tu es aussi bénévole par ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour... Parce que parfois, on se fait happer par le système ou par son travail, et donc on est débordé. Comment est-ce qu'on fait pour garder un équilibre De temps en temps, ça déborde. J'ai appris à faire moins quand ça déborde. Ok. Donc, si je suis trop dans le rouge, je décide et je communique. Écoute, je vais devoir libérer tout mon agenda. Et là, on se rend compte qu'on peut se libérer, on peut se donner le temps. Et donc, on zappe tout, on nettoie. Donc, et ça change des rendez-vous. Oui, la réunion d'équipe où je reporte des choses. De temps en temps, je fais pas ce que je suis censé de faire, ce qui n'est pas bien. Mais 2 mois plus tard, on se rend compte que c'était peut-être pas très, très important de le faire. Donc il y a aussi il y a un petit bouquin d'un philosophe qui a écrit un essai sur j'ignore le titre exact, mais donc c'était un essai sur la procrastination. Et donc, de temps en temps, c'est bien de ne pas tout réaliser. Donc, de ne pas se mettre cette pression de devoir tout faire. Tu me donneras après si tu retrouves. Oui. C'est un peu anecdotique, mais intéressant. Ouais. Comment je fais pour rester en équilibre? Là, c'est je pense une lecture très, très personnelle. Je trouve pas que mon travail, ma passion professionnelle, est la seule chose dans la vie. Mm-hmm. Donc, je me prends très sérieux en tant que travailleur de Good to Give, mais pas trop non plus. Et donc, j'adore foncer, j'adore travailler avec des pics, mais je me permets aussi de travailler au ralenti de temps en temps. Et par exemple, j'ai demandé, et je le demande depuis 4 ans, et finalement ça a été accordé par mon conseil. J'ai demandé de pouvoir travailler 4/5e. Ok, oui, pour te libérer un jour, pour faire d'autres choses, Oui, ça se fait pas, hein. Wow. Quand on est entrepreneur, travailler en 4/5e, waouh. C'est comme si c'est pas assez sérieux. Et chez nous, Good to Give, et ça apparemment c'est un peu rare, et je l'ai intégré ça aussi, ou installé chez ProVélo. On travaille pas avec une pointeuse, loin de ça, donc on travaille n'importe heure de la journée ou de la nuit quand on veut, mais on note 16 heures. Et quand on dépasse, on peut récupérer. Tant les résultats sont là, on peut se le permettre, ça se programme la récupération. Et donc, on essaie de ne pas travailler en flux tendu tout le temps ou sous pression. Mm-hmm. Et donc, c'est en vague, même si ce n'est pas toujours programmé. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question? Je survis bien et j'ai fait peut-être trop de choses à côté. Mais ça me facilite la tâche. De quoi? De faire des choses à côté? De faire focus et de travailler de temps en temps dans zone orange, mais de me libérer parce que j'ai un autre conseil d'administration en tant que bénévole où j'ai lancé depuis 5 ans des cours d'échecs au sein de différentes écoles. Et comme ça, on change d'idée et voilà. J'ai trouvé comment je peux libérer la tête. Oui, c'est ça. Et je joue beaucoup de parties échecs. Et comme ça, je pense à rien d'autre que ça. Oui, donc en fait, c'est trouver des formes d'échappatoire, pas pour échapper, mais enfin d'autres choses qui te ressourcent. Oui. Parce que ça reboot en fait. Mm-hmm. Tu passes de l'un à l'autre et donc. Oui. Et après aussi, donc, de nouveau dire j'en sors pas ou essayer de déléguer au maximum. Tout ça, c'est aussi une recherche permanente. Mais jusqu'ici, je m'en sors relativement bien. Mais j'ai peut-être aussi beaucoup d'énergie. Ça, sûrement. Est-ce que
Il y a peut-être une dernière chose, un dernier message que tu aimerais faire passer à, je sais pas si tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent mais tiens, moi j'ai envie de me lancer dans le monde associatif, d'en faire ma profession. Quel message tu aurais envie de leur passer pour les aider, pour les convaincre, pour je ne sais quoi? J'essaye de me lancer en association. Oui, où je commence, voilà, où je suis déjà je sais pas, je suis déjà à un poste de directeur dans une association, mais voilà, qu'est-ce que j'en fais, Je pense que c'est intéressant de ne pas rester trop longtemps au sein de la même structure. Okay. Même si ça peut être confortable et rassurant et au-delà d'une certaine période, selon moi, c'est important tant que pour la personne que pour l'organisation qu'on change. Mais maintenant, je connais pas les dates ou la durée. Oui. Donc ça, c'est important. Mais pour se lancer en association, normalement, il y a tout un groupe de personnes qui adhèrent à une certaine mission. Donc il y a une assemblée générale, un conseil. Et après, il y a une équipe opérationnelle. Donc je suis pas sûr, certain que oui, donc ça répond. Imaginons quelqu'un donc il faut trouver les bonnes personnes. Ça, quelqu'un qui veut lancer, alors il doit trouver les bonnes personnes pour former un groupe. Oui. Et qui du coup doit constituer ce premier conseil d'administration, aller démarcher, aller. Oui. Et une chose que j'ai quand même remarqué, c'est que chaque stade de l'organisation nécessite d'autres types de compétences, de profils, de qualifications. Et donc, reconnaître aussi que l'évolution de l'organisation passe par des moments de crise où il faut changer. Et changer peut-être même des personnes ou soi-même, hein, de quitter, de partir. Et un peu réfléchir là-dessus, ça me semble important. Donc des visionnaires de première heure, s'ils sont encore là après 5 ou 10 ans, c'est pas bon, ça marchera jamais. Que des gestionnaires au début, ça marchera pas non plus. Et donc trouver le juste dosage de différents profils nécessaires pour soutenir me semble très important. Et donc aussi voir quel apport toi personnellement tu peux avoir. C'est vrai que cet aspect organisationnel, comment dire, l'aspect personne est intéressant parce qu'on peut avoir tendance, effectivement, si on est la personne qui a été clé à la base, se dire bah voilà, je suis quand même dedans et je trouve que j'ai encore ma place et je veux rester central, alors qu'en fait c'est pas bien pour la mission en tant que telle. Oui, et donc ça à tous les niveaux, donc le conseil, la direction et l'équipe. Hein. Oui. Donc c'est à tous les niveaux. Maintenant, ça voudrait dire qu'il faudrait faire que des CDD de 5 ans, même dans l'équipe. Je sais pas si c'est possible. Mais peut-être dans les faits, c'est comme ça. Vrai, même si les contrats étaient CDI. Oui, ok. Mais ça, c'est bien évidemment pas quelque chose qui se discute facilement en début d'un contrat de travail ou après tant d'années de collaboration. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça passe par des crises de croissance ou des moments de rupture. Et comment gérer cela, ça c'est un enjeu pas facile. Oui, ça c'est du change management. Oui. Ça c'est un tout autre sujet. Chez Good to Give, on le fait tous les jours et un petit peu. Donc, justement parce qu'on a fait une telle évolution, un tel progrès. Ouais. Donc, ça passe toujours par une transformation. Même si c'est pas toujours explicite. Mais oui. Change management tous les jours. On continue en gardant le cap.
Oui. Eh bien, merci Remco. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais par rapport à la connaissance de soi, ça me semble important. Donc, il y a ce fameux Windows Johari, qui c'est une sorte de tableau, 4 cases, où il y a deux lectures. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais donc, non, je ne connais pas. Il y a 2 grilles de lecture. Donc un axe, je connais, de ce que je connais de moi-même ou de ce que je ne connais pas de moi-même. Oui. Et l'autre axe, c'est de ce que les autres savent de moi et de ce que les autres ne savent pas de moi. Donc, il y a quelque chose que tout le monde est consciemment, connaît bien. Oui. C'est ce qu'on appelle le carré arena. Tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle de Remco, on dit la même chose. Mais il y a aussi les autres carrés. Et le carré aveugle, c'est-à-dire les autres savent, te connaissent bien, mais toi tu ne le sais pas. Ça, c'est très intéressant. Comment tu peux mieux te connaître sur des aspects aveugles. Il faut essayer de trouver une réponse à cette question. Oui. Mais déjà savoir ce qui est aveugle. Donc il faut demander aux autres. Ça veut dire que on pourrait demander de temps à autre à ses collègues. En fait, je l'ai fait comme ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tu pourrais le faire autrement? Ça, en tant que manager, c'est pas évident. Moi, j'essaie de le faire de temps en temps. Pas tous les jours, hein, mais. Oui. Et il y a d'autres façons aussi, mais donc ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi et donc une conscience, et donc ça facilite aussi les travaux par après. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Fenêtre Johari. Fenêtre Johari. Ok, je mettrai aussi le nom, comme ça on retrouvera. Ben voilà, merci beaucoup Remco. Je retiens qu'il faut se connaître. Merci parce Yves. Que ça aide. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir, merci. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.